Schönen guten Abend an der Warmer EWB, un chaleureux bienvenue à l'EWB. On est très reconnaissant que vous êtes venus quand même. Je sais que c'est un peu chaud, mais on a essayé notre meilleur ou mieux pour vraiment refroidir un peu. Ça a marché un peu, mais bon. Il y a de l'eau là en bas, si vous voulez. Oui, ressourcez-vous. L'EWB a lancé en 2022 le cycle Thème Tabou, Themenzyklus. J'étais programme coordinatrice à ce temps-là et je trouvais que au quotidien, dans la société, il y a beaucoup de phénomènes qui sont assez problématiques, mais personne n'aime vraiment bien les traiter ou on n'en parle pas parce que c'est pas très chic ou c'est un peu désagréable. On a commencé avec l'abus sexuel, on a traité l'anorexie, on a traité l'abus des médias et la démence. Alors, on a déjà un petit parcours assez substantiel, c'est tout sur YouTube, si vous voulez regarder ça encore une fois. Mais aujourd'hui, on a discuté un peu ensemble, aussi avec Forum, pour trouver un thème ou une perspective sur le thème du travail du sexe. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas vraiment un thème quotidien, mais pour l'autre plupart, c'est quand même. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une perspective pour discuter là-dessus. Et ce soir, c'est pas moi qui va faire la modération. Je crois que vous comprenez pourquoi. Je suis germanophone et c'est un peu cow-boy quand je parle en français. Donc, on a eu Jessica qui a pris la relève pour la modération ce soir. L'EWB est très contente d'organiser cette soirée avec Forum parce que c'est toujours une collaboration assez productive. Et on a une table de livres de Siegfried und Jander et merci aussi pour ça. Donc, il ne me reste pas beaucoup à dire. Je vais donner le micro à Jessica pour commencer la soirée. Merci d'être venue et je vous souhaite une bonne discussion. Merci beaucoup Nora. De ma part aussi, bienvenue à tous et à toutes. Comme Nora vient de le dire, aujourd'hui on va parler d'un sujet complexe, très tabou, qui est aussi actuel qu'il est ancien, le travail du sexe ou encore la prostitution. Pour comprendre les enjeux, il faut d'abord poser le cadre légal du Luxembourg. Depuis la loi de 2018, le Grand-Duché a officiellement opté pour le modèle néo-abolitionniste. Pour faire court, ça signifie que le client est pénalisé alors que la personne qui se prostitue est vue comme une victime à protéger. Au Luxembourg, le terme « travail du sexe » n'existe pas dans le droit. Ce choix de vocabulaire reflète d'ailleurs un immense clivage qui existe dans notre société, mais aussi dans les milieux féministes. D'un côté, on a souvent ce qu'on appelle le courant abolitionniste, qui refuse catégoriquement qu'on parle de travail. Pour ce courant, valider ce terme reviendrait à légitimer la marchandisation du corps. Et au-delà d'un choix supposé individuel, ce courant rappelle que le fait de pouvoir acheter une relation sexuelle a un impact sur l'ensemble de la société, creuse les inégalités, parce que c'est une activité évidemment très genrée. De l'autre côté, il y a un courant un peu plus libéral, axé sur l'autodétermination, qui estime qu'il faut considérer que c'est une activité, un travail comme un autre, et ça pour protéger les personnes, pour qu'elles aient accès à leurs droits et pour qu'elles soient sorties de l'invisibilité. Il et elle militent souvent sous le slogan « Sex work is real work ». Ce débat est aussi central au Luxembourg parce qu'on se retrouve un peu dans un carrefour entre à côté de trois pays qui ont tous les trois des approches très différentes. On va un peu approfondir la question un peu plus tard. Mais aujourd'hui, le modèle luxembourgeois crée de réels défis. Un défi, par exemple, c'est que les personnes travailleuses du sexe ou prostituées n'ont pas accès automatiquement à la CNS. Donc certaines vont devoir ruser et avoir des faux statuts avec une autre étiquette. D'autres vont avoir accès à la CUS, la couverture universelle des soins de santé, qui demande beaucoup de démarches et qui, contrairement à ce que le nom pourrait faire croire, n'est pas toujours accessible à tout le monde. Évidemment, ça pose aussi une question un peu plus large, celle de notre système d'accès aux soins de santé, qui repose sur une affiliation par le travail. En termes de chiffres, comme souvent au Luxembourg, nous ne disposons malheureusement que de très peu d'éléments.
Donc, on n'a pas de données vraiment fiables qui nous permettent de refléter la réalité du terrain, et on compte sur nos expertes ce soir pour peut-être nous donner quelques pistes et nous faire comprendre à quoi ça ressemble au Luxembourg, la réalité. Avant de leur donner la parole, je tiens aussi à faire une précision importante. Vous remarquez peut-être qu'aujourd'hui, nous allons parler du travail du sexe ou de la prostitution et que nous n'avons aucune personne directement concernée qui parle. Cela a évidemment à voir avec la vulnérabilité aussi de ces personnes. Premièrement, le profil, souvent des personnes migrantes, parfois des personnes dans des statuts administratifs irréguliers, parfois des personnes utilisatrices de drogue. Et le cadre légal au Luxembourg n'encourage pas forcément la prise de parole en public. Donc voici la raison pour laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas de personnes directement concernées sur scène. Je vais présenter rapidement nos expertes et je vais arrêter de parler. Donc ça va être Dr Salomé Lanier, chercheuse postdoctorale au département de droit à l'Université du Luxembourg. Madame Ashanti Beron, travailleuse sociale à la Croix-Rouge, qui a travaillé pendant 7 ans au service Drop-In et qui est aujourd'hui chargée de direction au Centre national de victimes de violences. Et Maître Noémie Zadler, présidente de la Commission consultative des droits de l'homme et avocate. Bienvenue à vous trois et merci beaucoup. Et je vais tout de suite me lancer avec la première question. Je vais regarder de temps en temps mon téléphone, pas parce que je suis mal polie, mais parce que je veux m'assurer qu'on reste dans le cadre horaire et parce que je sais qu'il fait très chaud et qu'on va essayer de respecter le temps qui nous est donné. Alors, docteur Lanier, pouvez-vous nous expliquer la différence fondamentale entre le choix que le Luxembourg a fait pour son cadre légal et peut-être aussi le choix que font les pays voisins au Luxembourg et en quoi peut-être ce positionnement crée des tensions sur le terrain? Merci beaucoup déjà pour l'invitation pour ce soir et merci pour cette première question qui, j'espère, posera un petit peu les bases du contexte transnational au Luxembourg. Si je reprends, on va dire historiquement, on a l'Allemagne qui a réglementé les maisons closes depuis le début des années 2000, qui considère donc le travail du sexe comme un travail et plus spécifiquement un travail salarié dans bien des cas, avec une petite vignette administrative. Donc les personnes doivent aller se déclarer en tant que travailleurs et travailleuses du sexe. Ensuite, on a en 2016 la France, qui a adopté donc ce modèle néo-abolitionniste qui vise à criminaliser les clients de toute personne prostituée. Et la suppression du délit de racolage. Donc, point terminologique. Le racolage, c'est une infraction pénale qui va criminaliser des personnes qui se positionnent dans un espace public avec un certain comportement, avec une certaine tenue, jugée immorale et donc répréhensible pénalement. Donc en France, on supprime cette infraction et on criminalise désormais tous les clients de toutes les formes de prostitution. Auparavant, évidemment, on criminalisait déjà l'abus sexuel sur mineurs. Et plus récemment, en Belgique, en 2022, on a eu la décriminalisation du travail du sexe. Donc ils ont fait un peu de ménage dans leur code pénal. Et ils ont notamment réformé en profondeur leur infraction de proxénétisme, non plus pour condamner toute personne qui exploite la prostitution d'autrui, mais plus précisément des comportements qu'on va qualifier d'abus de la prostitution d'autrui. Et en 2024, la Belgique a adopté une loi pour permettre le contrat de travail pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Le Luxembourg, effectivement, politiquement, se classe dans un modèle néo-abolitionniste, mais ce n'est pas entièrement le cas, puisque l'infraction de racolage existe toujours. Donc il est toujours possible de poursuivre pénalement des personnes prostituées, notamment dans la rue. Et la criminalisation des clients reste, on va dire, un questionnement juridique, puisque à ce jour, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de poursuite pour cette infraction pénale. Et c'est plus précisément pas pour toute personne prostituée, mais pour les clients qui auraient eu des relations sexuelles du coup tarifées avec des victimes de traite des êtres humains, des victimes de proxénétisme ou des personnes vulnérables. Donc c'est un modèle, à mon sens, qui est plutôt à la croisée des modèles, où on se revendique d'un modèle néo-abolitionniste, mais on ne l'est pas encore complètement. Donc, de façon un peu provocatrice, il y a un cadre légal qui n'est pas appliqué. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de condamnation. Donc, en fait, il n'y a rien.
Il n'y a pas de cadre qui protégerait les personnes. Enfin, juste pour une question de compréhension, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, l'infraction de racolage n'est pas non plus appliquée, en tout cas en majorité. Donc ça, c'est peut-être une protection, mais c'est une protection empirique, c'est pas une protection sur le papier pour les personnes qui sont prostituées. Et les clients ne sont souvent pas poursuivis, puisqu'ils ne peuvent pas être poursuivis s'ils témoignent. Donc si on a une affaire de proxénétisme ou de traite des êtres humains, le client va se dire « il vaut mieux que je témoigne » plutôt que je sois poursuivi pour une infraction pénale. Donc c'est quand même un levier pour permettre d'obtenir des preuves dans les cas d'exploitation sexuelle, pour le coup, où on a des victimes de traite des êtres humains et des victimes de proxénétisme. Après, effectivement, sur le volet droit du travail, il n'y a rien. Je vais enchaîner avec ma deuxième question, parce que vous en avez déjà parlé, vous avez parlé de la rue, justement. Vous faites des recherches aussi sur un phénomène d'actualité qui est le passage un peu au numérique, des formes de prostitution qui passent de la rue vers le digital. Est-ce qu'il existe des chiffres sur ce phénomène au Luxembourg ? Et s'il n'en existe pas au Luxembourg, qu'avez-vous découvert à travers vos recherches à l'étranger ? Donc effectivement, je fais mes recherches principalement au Luxembourg, en Belgique et en Espagne. Donc c'est pas représentatif de tout ce qui existe dans le monde, mais c'est une petite représentation. Peut-être pour faire le tour des différentes formes de prostitution qu'on peut avoir, ou en tout cas de travail du sexe. On a effectivement donc, dans la rue, en général c'est ce qui nous vient à l'esprit quand on a le mot prostitution en tête. Et aujourd'hui on a deux autres formes qu'on dit de travail du sexe numérisé. On a le travail du sexe indirectement numérisé, donc par l'utilisation de plateformes pour rencontrer les clients. Donc là les plateformes vont jouer une sorte de rôle d'intermédiaire. Et ensuite, on a des formes de travail du sexe directement numérisées. Là, on va penser à la pornographie, au webcamming. Et même si on peut penser que ce ne sont pas des réalités qui touchent le Luxembourg, il y a des webcameuses au Luxembourg, il y a des actrices, des acteurs porno au Luxembourg, il y a ces entreprises-là qui sont aussi enregistrées au Luxembourg. Donc, même si on n'a pas de chiffres, on sait que ça existe. Et en tout cas, moi, de mon point de vue de recherche, ce qui est important, ce n'est pas les données. Les données, c'est important pour soutenir les politiques publiques, évidemment. Mais dans mon cas, c'est plutôt une approche par les risques. En tout cas, c'est l'approche dans ma recherche. C'est de dire quels sont les besoins des personnes. Puisque les besoins des personnes, même si on utilise cette catégorie générale de travail du sexe ou de prostitution, les besoins des personnes restent individualisés ou doivent être individualisés. Voilà. En tout cas, sur le sujet, c'est ce que je pourrais dire. Mais peut-être que d'autres personnes auront plus d'informations. Merci. Je vais en profiter pour enchaîner avec Madame Verrendt, qui a beaucoup d'expérience de terrain, justement. Vous avez travaillé pendant 7 ans au service Drop-In. Premièrement, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que fait le service Drop-In ? Et surtout, quelles sont les personnes qui recherchent de l'aide au service Drop-In ? Est-ce que c'est le service qui va à la recherche des personnes ? Donc, pour qu'on ait un peu le contexte aussi. Alors, le Drop-In est un service, le seul service pour les travailleurs et travailleuses du sexe au Luxembourg. C'est un service de la Croix-Rouge conventionné avec le ministère de l'égalité des genres et de la diversité. Ce que le Drop-In fait, déjà, c'est un lieu d'accueil, de rencontre, un safe space pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Sur place, il y a la possibilité d'échanger, on va parler plutôt des besoins primaires, prendre une douche, manger, boire, mais aussi tout ce qui est réduction des risques. Alors il y a le matériel Safer Sex, des préservatifs, des lingettes, du lubrifiant, tout ce dont on pourrait avoir besoin dans le travail, au quotidien, quand on fait du travail du sexe. Il y a l'aspect plus psychosocial où il y a des travailleurs sociaux dans l'équipe qui peuvent encadrer les personnes dans leur démarche s'ils souhaitent. Par exemple, il y a le côté si on veut s'orienter ailleurs, on va parler par exemple changer d'emploi, etc. Alors il y a le programme Exit qui permet aux personnes d'être suivies vraiment individuellement par les travailleurs sociaux sur place, avec la possibilité d'un côté le logement, mais pas toujours nécessaire, ou de l'autre côté plus l'Exit
avec l'idée de donner des ressources aux gens. Ça peut être payer des formations ou voir avec eux directement qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est plus pour le côté psychosocial. Et puis, il y a le côté santé qui joue un rôle très important aussi, notamment avec la présence d'infirmières au quotidien, deux permanences médicales par semaine, dont une qui est toujours avec une gynécologue, qui permet de faire des dépistages, des prises de sang, informer, sensibiliser sur les risques des MST. Alors, tout le côté-là... plus santé en lien avec le travail du sexe, contraception, etc. Et il y a ce côté vraiment prise en charge des bénéficiaires, mais il y a aussi tout le côté de, comme tu touchais le mot tout à l'heure un peu, le numérique, alors vraiment aller à la rencontre des personnes, à la recherche, même des personnes d'un côté dans la rue avec des street work, mais de l'autre côté aussi, dans le monde digital. Alors comment est-ce qu'on arrive à rentrer en contact avec tous ces gens qu'on ne voit pas, qui ne viennent peut-être pas au drop-in parce qu'ils ne le connaissent pas. Alors comment est-ce que nous pouvons avoir une veille sur ce qui se passe sur tous ces sites de rencontres, c'est qui les personnes qui sont là, c'est quoi ce qu'ils offrent, et puis rentrer activement en contact avec eux et avec elles pour présenter les services en espérant de pouvoir offrir quelque chose pour les soutenir. À la fin de la journée, le travail du drop-in, c'est vraiment s'adapter aux besoins de la personne quand on a en face de nous. Comme tu disais, ça reste des individus et chacun peut venir avec d'autres besoins. Et c'est vraiment travailler avec la personne à son rythme et avec ses besoins et ses souhaits. Est-ce que vous pourriez aussi tracer un peu le profil des personnes qui viennent ? Est-ce que typiquement, c'est comme on se l'imagine, des personnes extrêmement vulnérables ? Est-ce que vous rencontrez aussi des personnes qui ne le sont pas forcément, mais pour qui ce serait une vocation ? Enfin, comment est-ce qu'on s'imagine et je pense que justement aussi ce débat moral, ce clivage qui existe entre prostitution et travail du sexe, est-ce qu'il peut être éclairé par le profil des personnes que vous rencontrez ? Je vais dire, il n'y a pas un profil type, on va dire. Il y a tellement il y a une diversité dans la population qu'on rencontre ou que j'ai rencontré au drop-in. Il y a, on va dire, on peut parler d'origine ou de nationalité. Il y a différentes origines. Souvent, il y a un parcours migratoire. Il y a des personnes qui viennent des pays d'Amérique du Sud ou des pays de l'Est, des pays de l'Afrique. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent des pays voisins, qui sont luxembourgeois. Il y a des personnes, comme tu disais tout à l'heure, avec des usagères et des usagers de drogue. Aussi encore un autre type, on va dire, une autre type de travail du sexe, c'est très varié. Alors du coup, il faut aussi un peu s'adapter et essayer d'offrir quelque chose ou d'avoir une diversité d'offres et qui peut répondre aux besoins de chacun et chacune parmi eux. Ouais. Mais c'est de toute personne. Ouais. Et est-ce qu'il y a des éléments chiffrés ? Est-ce que vous savez combien de personnes ont eu recours au service du drop-in, par exemple, l'année dernière ? Et ce qui serait intéressant aussi de comprendre, c'est combien de bénéficiaires ont eu recours avec succès ou pas de succès au programme Exit, justement. Et est-ce que c'est une demande ? Est-ce que les personnes aussi vous recherchent pour sortir de cette activité ? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui se développe dans l'accompagnement ? Déjà, il faut dire concernant l'encodage ou la récolte des statistiques du drop-in, on compte les passages des personnes. Alors, c'est toujours très compliqué de dire combien de personnes différentes ont fréquenté le service sur l'année parce qu'il y a beaucoup de voyages, les gens bougent beaucoup en Europe ou autre. Peut-être ils sont ici 3 mois, ils reviennent ils reviennent seulement dans 3 ans. Alors, est-ce que la personne elle est comptée comme une nouvelle personne ou non ? Alors, au niveau des statistiques, ça a été décidé de compter les passages des personnes. Dans le travail plus numérique que le drop-in fait,
Là, ils arrivent un peu à chiffrer, mais quand même, il y a des gens qui ont plusieurs annonces sur plusieurs sites. Alors même là, pour vraiment se rendre compte du nombre exact, je pense qu'on peut oublier, mais un nombre estimatif des personnes qui font le travail du sexe au Luxembourg est très compliqué à dire. Ce qui concerne la demande pour le programme Exit, déjà, comment est-ce qu'on compte ou on évalue un succès? Parce que des fois, ça dure très longtemps. Des fois, les gens sont prêts à sortir, ils veulent faire autre chose. Et puis, mais si moi, j'étais travailleuse du sac, j'étais mon propre patron pendant 10 ans, et la semaine prochaine, j'ai un nouveau job. Il faut que je sois au bureau à 1 heure exacte. Il faut que j'attende la fin du mois pour avoir mon salaire. Il faut que je prévienne mon patron si je ne veux pas venir travailler ou si je suis malade. Alors, ce n'est pas que avoir la possibilité de sortir ou avoir un logement. Le changement de vie, le changement de ce qu'on connaît est toujours compliqué. Et là, le changement, il ne se fait pas du jour au lendemain, il ne se fait pas avec un travail, et ce n'est pas juste avec un logement. En plus, je me dis, je vais postuler un autre job, j'ai un trou de 10 ans parce que j'étais travailleuse du sexe. Je vais mettre quoi? Forte chance que mon employeur ou mon potentiel employeur va me demander ce que j'ai fait pendant cette partie du temps. Alors, c'est tous des petits défis dont on ne se rend pas nécessairement compte. D'un autre côté, on a suivi, on a rencontré des gens qui n'avaient plus besoin finalement de faire le trottoir, de faire le travail du sexe dans la rue. Ils avaient un révis, ils avaient une certaine stabilité financière, mais pourtant on les rencontrait encore en rue. Alors ça veut dire que il y a des petits aspects qui font quand même que la sortie ou la réorientation vers quelque chose qui est plus normal ou accepté par la société n'est pas si facile que ça. Bien sûr, nous voyons toujours avec les gens pour voir, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu es quand même retourné travailler? Et puis nous travaillons un peu plus sur le côté non seulement émotionnel, mais aussi psychologique, le lien avec le corps, pourquoi j'y suis allée. Et ça, c'est un travail beaucoup plus important dans le cadre de l'Exit que juste chercher un travail ou trouver un logement. Et c'est pour ça que souvent, ça prend plus de temps. Juste pour conclure sur le travail du drop-in, c'est un service qui est soutenu par des conventions, je suppose. Quels sont les ministères qui le soutiennent? Juste aussi pour comprendre la stratégie nationale autour de la thématique. C'est le ministère d'égalité des genres et la diversité. C'est le MEGA qui finance à travers la Croix-Rouge les activités du drop-in. Ouais. Ok, donc on a vu maintenant un peu le positionnement légal du Luxembourg. C'est intéressant aussi de voir que le service drop-in, qui pourrait tout autant être un service financé par le ministère des Solidarités, Famille ou Santé, mais c'est le ministère de l'égalité des genres. Ça veut aussi dire qu'il y a une reconnaissance du caractère genré de cette activité. Voilà, je vais passer à Maître Zadler. Voilà. Quel est le positionnement de la CCDH concernant ce cadre légal, la soi-disant pénalisation du client qui, j'apprends ce soir, n'existe en réalité pas vraiment. Est-ce que pour vous, c'est un outil efficace pour traiter de la demande qui existe sur le terrain? Oui, merci beaucoup et merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je suis contente d'être là ce soir et de discuter de ce sujet fort passionnant avec vous qui reste malheureusement un tabou. Oui, la commission consultative, elle a publié justement un avis en 2017 lorsque donc ce nouveau, à l'époque, nouveau cadre légal a donc été posé. Bon, la position de la commission consultative, elle est assez claire. Déjà, nous, on ne parle pas de travail ou travailleurs du sexe. Nous, on parle de prostitution. Parce que pour la commission consultative, la prostitution reste une violation des droits humains. La prostitution pose beaucoup
risque de causer beaucoup de violations en matière de droits fondamentaux, parce que pour nous, la liberté de choix, souvent, ça n'en est pas une. Parce que de ce que nous avons ressenti aussi par rapport à notre rapport sur la traite des êtres humains, et je vais en revenir, c'est que souvent ce choix, il n'est pas libre. Les gens qui se prostituent, ils le font parce qu'ils vivent dans une situation de précarité, parce qu'ils sont, par exemple, des personnes migratoires qui viennent au Luxembourg avec ou sans papier, qui ne maîtrisent pas les langues, et faute de trouver un autre travail, justement, ils se retrouvent dans la prostitution. Donc, c'est rare que vraiment quelqu'un d'un bon milieu social, disons, qui est bien établi au Luxembourg, ait vraiment, fasse vraiment ce choix de se prostituer. Et aussi pour nous, c'est une question un problème de violence, parce que souvent les personnes qui se prostituent, effectivement, ils ont vécu de la violence, respectivement en se prostituant. La majorité des personnes vivent des violences, que ce soit des violences psychiques ou souvent malheureusement des violences physiques. Et il y a aussi un problème, comme vous avez mentionné, le ministère d'égalité des genres, il y a un problème de genre, parce que c'est pas un secret, on le sait tous, la majorité des personnes qui se prostituent, ce sont quand même des femmes. Et pour nous, il y a un problème d'égalité des genres qui est également à dénoncer. Et maintenant, donc, est-ce que ces mécanismes sont efficaces ? Bon, on ne peut pas vraiment l'évaluer parce que, comme Salomé l'a déjà dit, il n'y a pas de condamnation. Donc, pour moi, ça signifie déjà que ce mécanisme il n'est pas efficace. On s'est plutôt positionné en faveur de la pénalisation du client, mais on peut aussi, la Commission a également préconisé une sensibilisation, par exemple une éducation sexuelle précoce, une sensibilisation des clients, une prise de conscience vraiment des gens qui font usage de ces services, qui se rendent compte du fait que souvent ces personnes ne le font pas par plaisir ou vraiment parce qu'ils adorent coucher avec quelqu'un, mais parce que c'est vraiment un choix qui se fait parce qu'il n'y a pas vraiment de choix. Et ce que nous constatons aussi, c'est que la limite entre la traite des êtres humains et la prostitution, elle est quand même très poreuse, parce qu'il y a souvent des gens, effectivement, qui sont exploités sexuellement, ça signifie donc ils sont donc recrutés en vue de se prostituer. Donc, ils sont recrutés et ensuite, ils sont exploités et ils doivent, par exemple, ils ne peuvent pas garder leur salaire ou qu'une petite partie, etc. Ils n'ont pas, effectivement, de liberté de mouvement. Donc, ils se trouvent vraiment dans ce réseau de la traite des êtres humains. Et en matière d'exploitation, donc prostitution ou traite des êtres humains, exploitation sexuelle, c'est pas toujours facile de faire une distinction. Dans votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez le souvenir de cas où cette frontière était floue ? Enfin, quels pourraient être des cas parce que bon, je m'imagine que quand il y a un réseau derrière qui recrute, qui enferme, c'est assez clairement de la traite. Mais quels sont ces cas où il existe ce flou sur le terrain ? Bah justement, si je prends maintenant la casquette d'avocate, j'avais récemment un cas où des dames ont été, des femmes ont été par la police détectées comme victimes. J'ouvre une parenthèse. Donc, c'est effectivement si une personne se présente à la police ou s'il y a un contrôle de la police et il y a des personnes où il y a une suspicion de la traite des êtres humains, c'est en fait la police qui doit les identifier officiellement en tant que victime potentielle de la traite pour que toute la procédure relative à la traite, que je ne vais pas vous exposer, mais pour que toute cette procédure soit déclenchée. Et là, c'était la police qui a dit, bon, pour nous, c'est une victime potentielle de la traite, et les femmes elles-mêmes, elles ont dit, mais nous, on ne se considère pas comme victimes, et elles ont effectivement disparu peu après. Mais donc, ça, c'est effectivement frappant que pour la police, c'était quand même, et les travailleurs sociaux,
c'est le service Infotraite qui fait la suivi pour ces cas-là. C'est eux qui étaient d'avis que, par rapport à tout ce qu'elles ont raconté, que c'était effectivement des victimes potentielles, parce que tant qu'il n'y a pas de condamnation, ce n'est pas une victime officielle, une victime potentielle. Mais elle-même, elle disait, mais non, ce n'est pas le cas. Effectivement, on a été recrutés, mais bon, on peut garder une partie de notre salaire. Et voilà. Mais donc, ça montre que c'est quand même assez flou, oui. Oui, et je pense que ça souligne aussi des éléments que vous avez soulevés, la pauvreté, la question d'une violence qui peut-être est présente dans la vie depuis très très longtemps, à différents niveaux et phases de la vie. La question aussi des papiers, qui est une question que moi je trouve fondamentale dans cette question. Donc, que quand une personne est dans une situation irrégulière, quand une personne a été recrutée à l'étranger, il y a certainement aussi des enjeux dans le pays d'origine. Et là, je me retourne vers vous, Madame Behrendt. Est-ce que la question des papiers, du contexte international, de ces inégalités vraiment au sens large dans le monde, impacte le travail sur le terrain? Est-ce que vous les ressentez? Est-ce que c'est quelque chose de présent? Déjà, d'un côté, on va dire toutes les personnes qui viennent de pays tiers, alors pas de pays d'Europe ou autres, n'auront pas la possibilité d'accéder à des droits au Luxembourg. Ça veut dire toutes les personnes qui viennent de l'Amérique du Sud, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ou des pays de l'Afrique. Il y en a certains qui ont, à travers leur parcours migratoire, eu des papiers espagnols ou italiens ou autres, mais ça, c'est un grand frein qui ne nous permet pas de soutenir ces personnes au quotidien parce qu'ils sont dans une illégalité totale au Luxembourg, d'autant plus l'aspect de la vulnérabilité qui s'ajoute bien sûr. Après, nous voyons aussi, on va dire, on parlait de choix, mais il n'y a pas vraiment le choix. Bien sûr, on rencontrait des personnes qui venaient de pays de l'Est, parce que ici, on va dire, si j'ai de la famille en Roumanie, ici, mes 50 €, ça ne vaut pas grand-chose, mais en Roumanie, ça vaut beaucoup. Alors moi, la majorité de ce que je gagne, je vais renvoyer chez la famille au pays. Alors bien sûr, il y a toute cette... il y a des... Comment je peux dire le besoin, la vulnérabilité, la pauvreté, la précarité, ça joue un grand rôle. On remarque avec les personnes qui sont usagères de drogue, c'est tout simplement pour se financer la consommation. Alors là, je vais dans un autre sujet. Mais oui, bien sûr que, et je rejoins aussi, c'est très, très, très dur de détecter une personne qui est potentiellement victime de la traite. Et en plus, il faut aussi qu'elle se voie comme une victime de traite, parce qu'on a eu des personnes, on leur a expliqué, là on parle d'un cas concret d'exploitation, on lui a expliqué, elle était consciente, elle comprenait, mais elle ne voulait rien faire. Et des fois, c'est oui, le fait de... Peut-être il y a plus de risques si je décide de faire quoi que ce soit, que si je continue avec mon activité. Mon activité, on ne peut pas appeler l'activité, mais dans la situation où je me trouve actuellement, que d'entamer des démarches contre quelqu'un ou un proxénète ou autre. Je suppose que quand on passe au digital, ça devient encore plus compliqué. Donc on a parlé du volet international, parfois des personnes qui sont au Luxembourg, qui repartent, qui reviennent 3 ans, 3 mois plus tard. D'après vos recherches, qu'est-ce que vous constatez quelle est la réalité de ces personnes? Est-ce qu'elles sont stables au Luxembourg? Est-ce qu'elles voyagent? Qu'est-ce que vous savez sur ce qui se passe dans la sphère digitale, dans ce sens, au Luxembourg? Et je parle précisément des personnes qui vont se prostituer, pas forcément du webcamming, qui est encore un sujet, ou la pornographie à part entière. Moi, j'ai commencé à faire de l'empirique en début d'année, grâce au soutien du drop-in. Mais du coup, je n'ai qu'une vision parcellaire, puisque je ne vois que les personnes déjà qui acceptent de me parler, qui me font assez confiance pour me partager leur expérience.
et je ne vois que les personnes qui viennent au drop-in. Donc du coup, cette vision est vraiment extrêmement parcellaire. Après, la vision dont je peux parler, si j'étends les frontières et que je regarde plutôt au niveau de l'Europe, on a vraiment des situations qui sont... ça va du blanc au noir. Effectivement, du coup, on a cette zone grise où on se dit, bon, on n'est vraiment pas sûr, est-ce que c'est de l'exploitation, est-ce que c'est pas de l'exploitation ? Mais moi, j'ai pu avoir des entretiens avec des personnes qui font ce métier depuis 20 ans, qui sont en indépendante, qui ont leurs clients réguliers, des nouveaux clients, qui n'ont très sincèrement jamais eu de proxénète, voire dans certains cas qui n'ont jamais eu de mari, jamais eu de petit copain. Donc là, se dire, bon, il y a un proxénète derrière, c'est de l'exploitation. Oui, peut-être c'est de l'exploitation, mais dans ce cas-là, vous allez condamner qui, s'il n'y a eu personne derrière ? Par contre, effectivement, s'il y a des violences sur les personnes prostituées par les clients, moi, ce que j'essaie de rappeler, ce n'est pas de l'exploitation sexuelle, c'est un viol. C'est une infraction sexuelle. On a le droit, on n'a pas besoin d'avoir une infraction qui criminalise les clients. On a l'infraction de viol, qui existe depuis très longtemps. Donc, en tout cas, sur les personnes qui travaillent en indépendante, ça va être ce cas-là. Ça va plutôt vraiment être cette crainte-là de se dire, bon, bah, est-ce que j'ai un risque avec un client ? Il y a tout un tas de moyens, de mécanismes mis en œuvre pour essayer de réduire ces risques. J'ai rencontré des personnes qui ont des caméras chez elles, qui vont garder la vidéo le temps que le client sorte et que tout s'est bien passé. En France, on a le projet Jasmine qui permet d'informer, ou en tout cas de report, notifier les numéros des clients qui sont violents ou des clients qui ne viennent pas au rendez-vous tout simplement. Les lapins qui sont posés, les fantasmeurs. On a en Allemagne ou en Suisse, il y a les boutons dans les maisons closes pour dire là, il y a un problème, il faut que quelqu'un arrive dans la chambre parce que je suis en danger. Ce qu'on a vu plutôt dans les pays néo-abolitionnistes, c'est qu'il n'y a pas de rapport de confiance avec la police. Donc les personnes ne peuvent pas aller déposer plainte, ne sont pas prises en considération quand elles vont déposer plainte, donc pour viol. On a eu le cas dans l'industrie pornographique en France, où plusieurs actrices, en l'occurrence plutôt des victimes d'exploitation sexuelle, ont été déposées plainte à la police pour des vidéos qui ont été tournées pour Jackie et Michel. Et en fait, on leur a dit, bah non, c'était votre métier, on s'en fiche. Et il a fallu qu'il y ait un journaliste qui récolte leurs témoignages et qui publie un livre pour que le parquet décide de réouvrir l'affaire. Et ça, c'est lié à la stigmatisation du TDS. Et en fait, ces stigmatisations se retrouvent vraiment dans tous les pans de la société. On en reparlait. Qu'est-ce qu'on fait pour expliquer un CV où il y a 10 ans de trous, même 2 ans de trous ? Qu'est-ce qu'on dit ? J'ai fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'on fait pour aussi valoriser ses compétences ? De dire, moi, je sais gérer un agenda, je sais faire du social, je suis psychologue, je sais m'adapter. C'est des compétences. Comment on fait pour dire, vous les avez appris comment, ces compétences ? En fait, voilà. Donc il y a ce côté-là. Il y a aussi du coup, les maisons closes, notamment en Suisse et en Allemagne, où effectivement, il va y avoir un contrôle des tenanciers, des tenancières, pour dire, est-ce que vous avez déjà une condamnation ? Tout simplement, si vous avez une condamnation, vous ne pouvez pas faire ce métier. Il y a eu le cas, notamment, on parlait, il n'y a pas de victimes. Il y a eu des cas au Luxembourg où on a eu des condamnations de tenancières de maisons closes en Allemagne parce que les TDS étaient transportés jusqu'au Luxembourg, donc il y avait du proxénétisme sur le sol luxembourgeois. Bizarrement, dans ces affaires, il n'y a eu aucune victime identifiée. Il y a eu 2 TDS qui ont été entendus pour témoigner, qui se disaient bien « moi je suis TDS », et il n'y a eu aucune victime qui a ni déposé plainte, ni déposé son témoignage. Donc c'est une des difficultés du Luxembourg, c'est d'être dans ce triangle et de se dire comment on collabore avec des pays où notre définition du proxénétisme est complètement différente. Il y a effectivement la zone grise, et là on parle de l'argent notamment. Combien revient à la personne prostituée ? Est-ce que c'est 60% ? Est-ce que c'est 40% ? Et en fait, effectivement, certaines personnes se disent « moi je suis complètement d'accord avec ne recevoir que 40 ou 50%. Parce que je n'ai pas les clients au téléphone toute la journée. » Et moi, en France, on a pu me le dire, j'ai des TDS qui m'ont dit « j'aimerais pouvoir embaucher quelqu'un pour faire mon secrétariat, parce que les hommes sont chiants. » Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais sauf que, loi sur le proxénétisme, ces personnes ne peuvent embaucher ni chauffeur, ni garde du corps, ni secrétaire, ni comptable, quoi que ce soit. Pour s'enregistrer comme entrepreneuse, elles doivent utiliser des petits... elles doivent filouter
de dire je suis masseuse, je suis psychologue, je suis artiste, et donc cacher ce qu'elles font vraiment. Et du coup, peut-être si je peux rajouter sur le point néo-abolitionniste et on criminalise les clients, la recherche, parce que ce modèle néo-abolitionniste, il date de l'année 2000, il n'est pas du tout nouveau. On a de la recherche dans plein de pays comme la Suède, comme l'Irlande, en partie les États-Unis. Donc, ça fait des années qu'on sait comment ça fonctionne, maintenant le Canada aussi, et on sait que ça aboutit à plus d'expulsion du territoire. On sait que ça aboutit à des moins bons rapports avec la police, et on sait aussi que ça aboutit à moins de port de préservatifs. Parce que du coup, les TDS ont moins de pouvoir de négociation, il y a moins de clients, et souvent, ceux qui restent, ce n'est pas les plus sympas. Donc, pour avoir l'argent à la fin du mois, on va accepter des pratiques qu'on n'acceptait pas avant, on va accepter l'absence du port de préservatif et donc une augmentation d'IST, etc. Donc, voilà, le profil est difficile à tirer, puisque on manque de données, et moi, je n'ai qu'une vision parcellaire de toute façon. Peut-être un point intéressant à mentionner, aux Pays-Bas, là où c'est légal, ils se sont rendus compte qu'ils ont autant d'annonces de femmes que d'hommes. Donc aussi se dire, c'est quelque chose qui n'est exercé que par des femmes, là aussi c'est faux. Dans plein de pays, effectivement, ça reste majoritairement exercé par des femmes et majoritairement exercé par des personnes migrantes. Mais en fait, c'est parce que là encore, on n'a qu'une vision très limitée de la réalité, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir de cette position morale, de se dire c'est une violence faite aux femmes par les hommes. Et on se cache complètement de tout un pan du travail du sexe qui peut aller des strip clubs à la lap dance, du BDSM, jusqu'à full service, girlfriend experience, webcamming, pornographie. Et en fait, dans ces milieux-là, il y a de tout, quoi. Par curiosité, est-ce qu'il y a des données sur les clients de l'expérience aux Pays-Bas ? Donc la moitié des annonces, c'est des messieurs, mais qui sont les clients de ces messieurs ? Alors, les clients, en tout cas, des personnes avec qui moi j'ai pu faire des entretiens, c'est principalement des hommes. Très rarement, on me dit j'ai eu des femmes, à moins qu'il y ait des couples, donc des relations à plusieurs. Et malheureusement, la recherche est dépendante de ces financements. Et souvent, ce qu'on nous demande, c'est identifier qui sont les TDS, identifier qui sont les victimes au sein de l'industrie de la prostitution, notamment les victimes mineures, les victimes vulnérables, etc. Et pour l'instant, on n'a pas tant de données que ça sur les clients, ce qui serait effectivement très bien pour améliorer l'éducation affective et sexuelle, améliorer la prévention. L'une des recherches à laquelle je pense, c'est qu'on a des informations sur le fait que les clients aident à identifier les situations de vulnérabilité. On a des cas, notamment au Royaume-Uni, où on sait que c'est des clients qui ont report certaines annonces parce qu'ils savaient que c'était des mineurs. Et donc, ils les ont directement envoyés à la police. Si le client est criminalisé, ça, c'est pas possible. Parce que le client se met en direct risque pénal. Et on a des histoires dans les rapports des associations qui disent, des clients qui disent « Mais moi, je suis arrivée, j'ai vu que la personne sur la photo, c'était pas la personne dans la chambre, j'ai dit non, je suis partie. » Ou alors, j'ai vu que la personne était probablement mineure. Je lui ai dit que peut-être elle ne devrait pas faire ça. Donc en fait, le client a aussi un rôle dans la prévention. Donc, à vous écouter ce soir, j'ai l'impression que le Luxembourg a certes une approche abolitionniste, mais qui est plutôt morale, qui n'est pas forcément très concrète, parce que le cadre légal est très peu appliqué, il n'y a pas vraiment de pénalisation ni du racolage ni des clients. Et après, j'ai l'impression, à vous entendre aussi, que les choses qui doivent être mises en place pour effectivement permettre aux personnes de sortir ne le sont pas non plus. Donc, on a parlé de pauvreté, on a parlé de papier, on a parlé de violence. Donc, il y a sur beaucoup d'autres aspects de la société qu'on devrait agir pour vraiment avoir une approche sincèrement abolitionniste. Aujourd'hui, comment réconcilier un peu cette approche morale de la loi et l'urgence humanitaire du terrain ? Donc, si on a une baguette magique, qu'est-ce qu'on a besoin au Luxembourg aujourd'hui concrètement pour protéger les personnes concernées ? Vous pouvez choisir qui est la première à vouloir répondre. C'est difficile, je sais. Moi, je peux y aller parce que je vais dire, ayant pu faire cette expérience de travail de terrain, on travaille avec la réalité des gens
qu'on rencontre. On les informe et on les sensibilise sur leurs droits, les peu qu'il y a, et leurs possibilités. On les informe sur d'autres modèles qui existent dans d'autres pays. Après, c'est à eux de se former leur opinion sur ce dont ils auraient besoin ou elles auraient besoin. Le drop-in, dans tous les cas, il s'adapte. Il s'adapte. Après, il y a le comité de prostitution qui existe, où il y a différents représentants de différents ministères, qui se permet aussi d'inviter des experts, comme Salomé qui a participé aussi, et qui sont là pour... il y a le drop-in, bien sûr, qui est présent aussi. Et l'idée de rassembler ces gens de différents domaines autour d'une table afin d'observer, afin de discuter et afin de recommander. Un travail du drop-in, c'est recommander, déjà présenter la réalité du terrain, mais aussi recommander. Alors moi, je ne vais pas me positionner aujourd'hui. J'ai mon opinion personnelle, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place afin de mieux soutenir, mieux encadrer et mieux aider les personnes qui font le travail du sexe, ça c'est sûr. Comment on le fait, ça je vais peut-être laisser Salomé dire. Je pense qu'au-delà du TDS, il y a vraiment une question fondamentale d'éducation affective et sexuelle qui n'est pas suffisante au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas suffisante surtout dans notre époque numérique. On a besoin de parler de plus de consentement, on a besoin de parler de consentement éclairé, on a besoin de parler de consentement libre. Et ça s'applique pas du tout qu'au TDS, ça s'applique à tout le monde, à tout un chacun. Donc ça, c'est vraiment la première information qui pour moi est très importante. Financer plus ces actions, être sûr que c'est tous les ans, durant le cursus, même peut-être après, que certaines entreprises prennent aussi ou certaines administrations publiquement disent dans notre institution, on est contre le harcèlement sexuel, on met en place des mécanismes de notification, on se positionne contre pour qu'il y ait une culture qui ne soit plus une culture du viol, mais qui soit une culture du respect. Sur le TDS plus spécifiquement, donc moi j'ai aussi mon opinion personnelle, mais j'ai l'opinion de la recherche. Et l'opinion de la recherche, ce qu'elle dit, c'est que les modèles qui s'appuient sur le droit pénal, pour criminaliser n'importe, criminaliser les clients, criminaliser les prostituées, les TDS, en fait, ça n'aboutit qu'à des dommages collatéraux qui sont extrêmes. Je ne parle pas de décriminaliser le proxénétisme ou la traite des êtres humains. Pas du tout. Les formes d'exploitation sexuelle doivent être réprimées et devraient même être réprimées plus durement. Par contre, cette zone grise, il faut qu'on y travaille. Et pour l'instant, en fait, la zone grise n'existe pas, puisque au Luxembourg, dès lors qu'on bénéficie de l'argent de la prostitution ou qu'on aide quelqu'un d'une quelconque manière pour qu'elle exerce la prostitution, c'est du proxénétisme. Si une travailleuse du sexe a un enfant et qu'elle lui achète un cadeau pour Noël, l'enfant est proxénète. Si on applique la loi vraiment bêtement, c'est pas logique, c'est complètement déconnant. En France, on a des condamnations de partenaires de vie qui, certes, savaient que la personne se prostituait, mais n'avaient aucun lien avec la prostitution, qui ont été condamnés pour proxénétisme. Parce qu'il se trouve que la personne a eu une échauffourée avec la police et qu'il fallait trouver une base légale pour mener l'enquête. Et donc, l'infraction large de proxénétisme est vraiment très simple, très facile à utiliser. Donc, peut-être repenser le droit pénal, faire un peu de ménage dans notre code pénal. L'infraction de racolage, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui ? Peut-être pas sûr. Et ensuite, au-delà de se questionner sur l'aspect droit du travail, parce que je peux comprendre qu'on est un peu loin de ces questions-là au Luxembourg, se poser vraiment la question de l'accès aux soins, l'accès à la santé, l'accès à des papiers, et l'accès aussi à la sécurité, si ces personnes vivent des violences sexistes et sexuelles, et que ces violences soient vraiment reconnues comme telles. Maître Zadler, la même question. Une baguette magique, qu'est-ce que le CCDH se souhaite pour le Luxembourg, pour améliorer la situation du terrain ? Oui, alors c'est effectivement cette question travailleur du sexe, donc la femme ou l'homme,
Et vraiment, si c'est vraiment un libre choix qui n'est pas du tout lié à un statut migratoire, à une situation de précarité, alors bien sûr, on peut dire que cette personne a vraiment fait un choix de vendre son corps, de se prostituer. Or, ce qu'on voit dans la pratique, c'est quand même rare que ce choix soit vraiment libre. Donc, pour nous, ce qu'il faut vraiment faire, c'est déjà essayer d'éliminer certaines causes qui poussent une personne à se prostituer. Donc souvent, c'est l'inégalité, c'est la pauvreté et aussi le statut migratoire. Et là, malheureusement, on a pris le contre-pied au Luxembourg, justement avec la loi qui vient de passer sur le pacte asile et migration. Donc, on veut plus pousser les gens dans la précarité, pousser les gens dans une situation de sans-papier. On va essayer au maximum de les repousser aux frontières extérieures. Ils vont trouver d'autres chemins au Luxembourg ou d'autres pays européens et ils seront plus dans la précarité. Donc pour nous, déjà, leur donner une possibilité de se régulariser, de moins de refus, parce que ça, je vois aussi, si je prends la casquette maintenant avocate, je le vois aussi dans les dossiers immigration, il y a de plus en plus de refus, il y a des personnes qui sont vraiment pas forcés à vivre sans papier. Ça, bien sûr, ils ont le choix de rentrer, mais est-ce que c'est vraiment un choix? Ça, c'est une autre discussion. Mais donc, on leur refuse pour des raisons X, on leur refuse les papiers. Au bout d'un moment, ils se retrouvent donc dans la précarité. Et certaines femmes sont effectivement alors poussées à se prostituer parce que c'est, entre guillemets, de l'argent facile, alors qu'il n'est pas facile. Mais voilà, donc régulariser, faire une campagne de régularisation qui a été lancée, je ne sais plus, c'était quand, il y a 20 ans presque, ou 15 ans 2013, merci beaucoup. Donc pourquoi pas de nouveau, encore une fois, lancer une campagne de régularisation pour faire sortir ces personnes de cette précarité et aussi, comme ça a déjà été dit, un réel appui social effectif, digne de ce nom, accès aux soins de santé, bien sûr, sans discussion. Et il faut une couverture santé universelle digne de ce nom et pas une couverture d'accès aux soins qui est liée au travail. Et ensuite, on reste, pour nous, il faut quand même réfléchir aussi sur un cadre légal efficace. Pour nous, la pénalisation, cela reste la bonne voie, mais une digne de ce nom, efficace, parce que sinon, effectivement, si c'est que sur noir et du papier et pas du tout appliqué en pratique, effectivement, c'est illusoire. Oui. Donc, abolir, entre guillemets, la prostitution passerait pas seulement par la punition des clients, mais également par éliminer les causes qui poussent certaines personnes à se prostituer. Pour finir, et ensuite passer à vos questions, parce que je suis sûre qu'il y a des questions, c'est un sujet qui suscite toujours beaucoup d'émotions. J'ai moi-même fait une petite recherche avant de venir ici ce soir pour comprendre un peu, mais en ce moment, là, on en est où au niveau de ce débat au Luxembourg? Et c'est là que j'ai découvert qu'il existe un plan d'action national que, à ma grande surprise, je me suis dit, mais je ne connaissais pas l'existence de ce plan d'action national, comment c'est possible? Et que j'ai un peu regardé, et je me suis dit, mais l'évaluation de ce plan d'action, elle est où? On en est où avec ce plan? Puis j'ai découvert une question parlementaire du député Dylan Markbaum qui posait justement cette question, de dire, mais on en est où avec l'évaluation? Et on trouve une réponse qui tourne un peu autour du pot, qui donne quelques chiffres du drop-in, mais qui finalement ne dit pas grand-chose. Donc pour conclure, peut-être juste encore une dernière question, peut-être parce que vous travaillez justement, vous recherchez sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une actualité ? Peut-être pas, mais moi je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il y a une actualité légalement? Est-ce que ce débat existe au Luxembourg? Je pense que le débat existe dans les cercles de personnes qui sont concernées, qui sont impliquées, notamment dans le comité prostitution. Dans la société, je ne suis pas une personne à prendre comme exemple puisque la plupart de mon entourage connaît ma recherche et est plutôt en accord avec mes valeurs. Donc, plutôt du côté décriminalisation et reconnaissance comme un travail. En France, il y a un projet de loi qui a été déposé au Sénat pour la décriminalisation du TDS.
En Belgique, il y aura l'évaluation de la décriminalisation dans quelques années. En Allemagne, il y a eu aussi une évaluation il y a quelques années de la loi de 2016 qui a remis quelques obligations administratives sur la régularisation des maisons closes. Au Luxembourg, il y a eu aussi, si je ne dis pas de bêtises, une proposition, un projet de loi pour légaliser le travail du sexe, mais qui est probablement tombé dans un carton quelque part. Donc, en tout cas, une actualité de 2026, non. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau international, ce qui pourrait aussi être l'occasion de repenser le plan qui date quand même d'il y a quelques années et de se dire quelles sont les stratégies pour les années à venir. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de choses importantes que j'ai oubliées, non, je passerai la parole au public qui peut-être aussi a des questions. On a la chance d'être avec 3 expertes. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des commentaires, des questions, des positions ? Est-ce qu'il y a aussi des données sur des personnes transgenres qui, quand même, à l'étranger aussi, sont souvent dans le travail de sexe parce que pour manque d'opportunités de travail ailleurs? On n'a pas encore parlé. Donc, encore au Luxembourg, on n'a pas de données, donc je ne sais pas. Il y a beaucoup de recherches en Amérique latine sur les personnes trans qui font du TDS, puisque c'est des personnes extrêmement doublement stigmatisées si on applique toute la théorie de l'intersectionnalité. Donc, c'est plutôt les collègues d'Amérique latine qui pourraient répondre à ces questions. Et comme il y a beaucoup de flux migratoires entre les pays hispanophones ou lusophones, c'est aussi des populations qu'on va retrouver au Portugal, en Espagne, et notamment une fois qu'il y a une régularisation sur le sol européen, beaucoup vont décider d'aller en Suisse où le TDS est légal et donc les personnes peuvent exercer en tant que salariés. Mais en tout cas, en termes de données, oui, ça existe. Ça, c'est sûr. Plutôt des personnes trans M2F plutôt que F2M, parce qu'il y a, de ce que moi j'ai compris, il n'y a pas autant de demandes, tout simplement. Mais voilà, des données chiffrées, désolé, mais non. Je trouve que c'est un sujet très compliqué et moi, je n'ai pas fait ma petite conclusion personnelle. Quelle est la bonne approche pour régulariser le problème de la prostitution? Vous avez dit que vous avez des avis personnels. Je ne pense pas que c'est tout à fait personnel. Il y en a beaucoup d'autres autour de vous qui ont la même idée. Est-ce que vous pouvez un peu confronter peut-être ces idées ou est-ce que c'est défendu? C'est tabou? Non, il y en avait. Donc, d'un côté, la prostitution ne doit pas exister. Donc, on dit c'est défendu. On ne va pas pénaliser la prostituée, là, on est d'accord. C'est pour une pénalisation du client. D'accord. Là, vous êtes d'accord? Parce que ce n'est pas une bonne idée, c'est de la violence, etc. Oui. Donc, il faut pénaliser le client. OK. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, la recherche sur les modèles néo-abolitionnistes où on pénalise le client ont bien montré que ça n'aboutit qu'à plus de précarité des personnes TDS, qu'elles soient victimes ou qu'elles exercent juste le TDS sans proxénète. Je pense que c'est une question extrêmement morale. Moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est « Ah, mais j'ai pas envie que mes enfants fassent ça » ou « Moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de rendre ce service. » Ok, enfin, c'est ton choix. Donc, tu le fais pas. Mais par contre, le fait que la stigmatisation des personnes TDS aboutisse à la violence de la police, aboutisse à la violence des clients, effectivement, je ne le nie pas du tout, aboutisse à l'exclusion sociale, parce qu'on parle de, du coup, mes seuls amis, c'est des proxénètes, mes seuls amis, c'est des autres TDS, parce que je ne peux pas en parler dans la société. Donc, exclusion sociale, exclusion financière, le fait de se faire dénier l'accès à un compte bancaire, le fait de se faire fermer des comptes PayPal parce que PayPal interdit la prostitution et donc on avait 3 000 € sur son compte PayPal et les 3 000 €, on ne va plus jamais les revoir. Parce que quand PayPal vous ferme le compte, il ne vous verse pas les 3 000 € qu'il y a dessus. Le fait de se faire fermer ses comptes sociaux aussi. Il y a des personnes qui vont avoir 2 comptes Facebook ou 2 comptes Instagram, enfin n'importe quel réseau social, choisissez ce que vous voulez. Un
vie sociale, vie civile avec la photo du repas du dimanche, et l'autre côté, le compte professionnel, ou en tout cas le compte de TDS. En fait, Facebook, ou Instagram, ou Meta, ou X, enfin, encore n'importe quel réseau social que vous voulez, c'est ces informations. Et si vous publiez une information qui est interdite sur votre réseau TDS, c'est très fort probable que votre compte normal se fasse fermer aussi. Et là, vous perdez accès à toutes vos conversations avec vos amis, avec votre famille, votre historique. Parfois, si vous faites fermer votre Google Drive et que dessus, vous avez des papiers importants, eh bien, autant vous dire que Google, il ne va pas vous réouvrir votre compte. Hein, ce n'est pas demain la veille. Donc, moi, c'est plutôt sur cette question de stigmatisation où je pense qu'il y a un travail à faire. Donc là encore, la position morale, elle est individuelle, mais la position collective et publique, c'est de dire pour avoir un accès au droit, il faudrait déstigmatiser. Et malheureusement, la déstigmatisation ne passe pas par le droit pénal. Et moi, je suis pénaliste. Donc ça me... Voilà, s'il fallait passer une infraction et condamner des gens et que ça résolvait le problème, ça serait magique, ça serait une baguette magique. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Si je remets un peu, je garde ma casquette de travail de terrain. Nous remarquons le plus que les personnes doivent travailler en cachette, cachette de la société, cachette de la police, cachette de l'entourage, le plus qu'ils prennent des risques. Et s'ajoute une méfiance souvent dans les forces de l'ordre, la police. Alors, s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne vais pas contacter la police parce que je ne fais pas confiance à la police. Et en plus, on va me mettre ce stempel, ce tampon de prostituée sur le front. On va me dire, et c'est quelque chose qu'on a vraiment entendu, c'est le risque du métier. Ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables des professionnels qui sont censés protéger chaque individu de la population. Et c'est pour ça que je suis d'avis, le plus qu'on ne veut pas le voir, qu'on ne veut pas en parler, qu'on ne veut pas attaquer ce sujet, le plus on continue à rien faire pour les personnes qui sont concernées, le plus qu'ils se cachent, et le plus qu'ils deviennent vulnérables. Et tout à l'heure, on parlait de la vulnérabilité et de la précarité. En les empêchant d'avoir droit à de l'aide par la police, par des administrations, etc., le plus on les garde dans cette vulnérabilité, dans cette précarité. Et ça, je me dis, le plus qu'on parle, le plus qu'on donne la voix aux personnes concernées, le plus ouvertement qu'on parle de ces sujets-là, de la sexualité, du consentement, la sensibilisation des gens, et qu'on arrête un peu de diaboliser aussi ces personnes, je pense le plus on arrive aussi d'une manière ou d'une autre à détabouiser le sujet, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais ouais. Je peux poser une deuxième question pratique. Je travaille dans une maison de soins. Et alors, avec des collègues, on a discuté que parfois il y a une demande de personnes aussi qui ont une faiblesse, un handicap, etc. Et donc qui ne peuvent pas avoir une partenaire, etc. Et alors, il y a une demande pour un travailleur du sexe. Et alors, celui qui organise cette relation, la personne, le directeur ou l'infirmière, chef, je ne sais pas qui, met en relation cette personne. Donc, d'un côté, un TDS qui est dans une position de faiblesse, d'autre côté, une personne qui a un besoin qui n'arrive pas à le satisfaire dans la vie courante, etc. C'est une forme où on peut aider quelqu'un, je pense. Ça, c'est j'attends votre réponse. Est-ce que je me rends coupable, en tant que directeur de la maison de soins, d'organiser cette relation ?
Je me permets, en tant oui. que modératrice, une question sous-jacente. Est-ce qu'avoir une relation sexuelle est un droit ? Je pense que c'est une question sous-jacente à la question que vous avez posée. Oui. Oui, mais est-ce que... Oui, mais la question sous-jacente, c'est on est malade, on a un handicap. Est-ce qu'avoir accès à une relation sexuelle est un droit ? L'être, alors, c'est la question sous-jacente. C'est une question intéressante, mais pour moi, c'est vraiment la question. Allô ? Oui. Oui, non, il y a beaucoup de droits qui ne sont pas dans la Constitution, qui sont quand même des droits. La relation sexuelle fait effectivement pas partie de ces droits. Organiser une prostituée pour quelqu'un d'autre, on se trouve effectivement dans la définition du proxénétisme. Donc, moi, je déconseille de le faire. Ça, c'est mon conseil juridique. Voilà. Maintenant, par rapport à toute cette discussion sur effectivement le droit d'avoir une relation sexuelle, consentement de la personne. Donc, organiser se rapprocher d'une prostituée et puis là, je ne sais pas qui va la payer, ou vous faites que l'intermédiaire, c'est quand même très délicat. Donc, oui, mais vous faites l'intermédiaire. Oui. Et puis vous le faites pour l'un, vous le faites pour un autre, et puis on est déjà un peu dans... Parce qu'il va parler à son ami, il va lui dire, écoute, hier soir... Il va se dire, ah bah tiens, c'est une bonne idée. Se débrouiller. Donc nous sommes dans une situation d'handicap où la personne ne se débrouille pas dans ce sens-là. Et on voit qu'il y a une souffrance. Alors, est-ce qu'on a droit à la sexualité, ou au sexe, pardon ? On peut en discuter, mais il y a une souffrance. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ces personnes aussi, à un certain moment, quand ils ont certains handicaps et certains freins ne fonctionnent pas, ils touchent aux infirmières, aux aides-soignantes, etc. Donc, ils doivent se débrouiller aussi. Voilà, mais c'est une relation de souffrance. Hein. Alors, effectivement, il n'y a pas de droit à la sexualité, hein, tout à fait, comme que ce soit dans le cadre d'un couple marié ou pas d'ailleurs, hein, faudrait peut-être le rappeler. Mais l'OMS a quand même reconnu que la sexualité peut aider au bien-être global d'une personne, d'un individu. Il y a, à ma connaissance, en Suisse, l'assistance sexuelle est comprise dans la régulation du travail du sexe. Donc ce serait peut-être bien, en tout cas sur ce sujet, il faudrait regarder ce qui se fait dans d'autres pays, notamment la Suisse, qui finalement n'est pas si loin que ça, et voir comment ça se passe. Et parmi les personnes avec qui j'ai pu faire des interviews, certaines se spécialisent effectivement dans les relations, incluant parfois l'assistance ou la discussion, la psychologie, avec des personnes qui ont des handicaps de diverses horizons. Donc on pourrait même dire que c'est une sous-catégorie au sein du TDS, puisqu'il faut quand même des compétences spécifiques, parfois même des compétences d'infirmière, hein, pour savoir comment... je ne sais pas, mais est-ce que certaines parties du corps vont être érogènes ou pas ? Est-ce qu'on peut bouger certaines parties du corps ou pas pour pas faire mal à la personne, etc. Mais voilà, en tout cas, niveau légal, Luxembourg, du coup, non, c'est du proxénétisme. Mais dans certains pays, c'est effectivement reconnu comme une forme de travail du sexe. Avec tous les échanges qu'on a suivis ce soir, j'ai quand même l'impression que la situation actuelle, elle crée pas mal de flou en termes de statistiques et de suivi de ce qui est la problématique de la prostitution. Et j'ai l'impression que ça ne s'est pas dit ce soir, mais, ou du moins pas directement, mais qu'un encadrement légal, et donc presque une légalisation, serait peut-être même serait à l'avantage des travailleurs du sexe, plus que la situation qu'on a aujourd'hui, dans le sens où elles se retrouvent confrontées à manque de soins, manque de suivi avec la police, etc., etc. C'est une question ouverte.
Juste, en Nouvelle-Zélande, disons, décriminalisé depuis 2000 ou 2001, il faudrait vérifier. Et on a des chercheurs et des chercheuses extraordinaires en Nouvelle-Zélande qui ont fait énormément de recherches sur le sujet. La décriminalisation était une demande des syndicats de TDS en Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment venu de la base de la société, comme en Belgique d'ailleurs. Et un des points qui a pu être soulevé, c'est qu'il y a eu une amélioration des rapports avec la police, où il y a eu des canaux de notification des viols et des violences sexuelles dédiés pour les TDS, avec des policiers, des policières qui étaient en fait formés à ce milieu-là. Il y a eu une amélioration des contrôles avec l'implication de l'inspection du travail. Et il y a eu une amélioration de la négociation avec les tenanciers et les tenancières des maisons closes, puisque, alors évidemment, il ne faut pas généraliser, toutes les personnes TDS n'ont pas forcément accès à l'information pour des raisons de barrière de langue, etc. Mais en tout cas, les personnes qui avaient accès à cette information et connaissaient leurs droits ont pu aller dire aux tenancières, tenanciers, en fait, ça non, c'est pas légal. Ou alors, il nous manque, par exemple, vraiment question très basique, mais le tenancier, la tenancière a l'obligation de fournir les préservatifs, le lubrifiant, de mettre en place ce bouton de sécurité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une certaine taille de la chambre. Vraiment, c'est des questions ultra pratiques et pragmatiques, mais qu'une chambre soit d'une certaine taille pour un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que s'il y a plus de personnes qui s'ajoutent, il faut que la taille soit plus grande de la salle. Mais là encore, c'est des recherches par pays. Il faudrait aussi voir, il faudrait bien comprendre ce qui est sollicité par les personnes ici, quels sont les besoins des personnes, soit en rue, soit en appartement, soit en ligne, là où c'est qu'on a des trous sur les droits, pour mettre en place un changement de législation qui pourrait être soit global en se disant tout d'un coup on change de modèle, mais ça peut aussi être au-delà de nos valeurs individuelles et des valeurs collectives, les changements peuvent être un peu plus, par petits bouts, de dire ok, là on a ce problème sur la régularisation, il suffit entre guillemets qu'on change tel article dans telle loi, peut-être ça peut passer au niveau de la Chambre des députés. Ou alors on a besoin de tel changement pour l'accès aux droits ou pour l'accès à un emploi. Des fois, ça dépend du modèle qu'on veut suivre, quoi. Oui, merci. Donc, juste pour encore une fois revenir par rapport à la pénalisation. Donc, effectivement, pour la personne qui se prostitue, il ne faut pas la pénaliser, il faut la soutenir. Là, je rejoins ce qui a été dit par rapport au cadre social qui doit être mis en place, par rapport à un endroit où il faut pouvoir accueillir ces personnes, les aider, s'ils veulent sortir de ce milieu-là, les aider à en sortir. Mais ce qui pose aussi souci pour moi par rapport à ce TDS, ce statut de TDS, c'est que c'est de nouveau un statut légal. Donc les personnes qui sont dans l'illégalité, comment est-ce qu'ils vont accéder à ce statut? Ils n'ont pas de papier. Donc, pour avoir ce statut, il faut sûrement faire des démarches, demander un certain statut au ministère. Est-ce qu'il faut déjà être dans la légalité ou pas? Parce qu'actuellement, par exemple, au Luxembourg, si on vient au Luxembourg de manière illégale, et ensuite on demande un titre de séjour en tant que travailleur, on se fait renvoyer dans son pays d'origine parce qu'on n'a pas de papier et qu'il faut faire les démarches avant de venir au Luxembourg. Mais souvent, ces personnes ne retournent pas au pays par manque de moyens, respectivement manque d'opportunités, ou ils peuvent, une fois dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas revenir au Luxembourg. Donc, le fait d'avoir la possibilité d'avoir un travail en tant que travailleur du sexe, ça n'est pas une solution pour les personnes qui se prostituent, qui sont déjà dans l'illégalité. Et il faut plutôt travailler, les sensibiliser à pouvoir se rendre à la police sans peur, justement. Ça, c'est une question qui est importante. Mais la méfiance par rapport à la police, pour moi, ça ne vient pas du fait que le client, qui n'est que pénalisé, en plus, s'il savait ou aurait dû savoir que la personne, elle est exploitée. Donc, ça ne change rien au fait qu'on se rende à la police ou pas, le fait si on est TDS ou pas. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je pense que, juste pour rappeler l'introduction, on avait dit que le Luxembourg se dit avoir un système néo-abolitionniste qui pénalise les clients et voit les personnes qui se prostituent comme des victimes à protéger. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce soir, ni l'un ni l'autre sont vrais. Donc, on n'a pas de pénalisation du client et on n'a pas une protection des personnes qui ont des profils parfois très spécifiques, dont, par exemple,
des statuts migratoires précaires et qui ne sont pas protégés. Et comme Maître Zadler l'a très bien rappelé, on a un cadre légal en lien avec les migrations qui devient catastrophique et qui rendra cette situation de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions ? On va quitter cette soirée avec beaucoup de chaud et un peu... Vous m'avez provoqué en disant est-ce qu'on a droit au sexe? Ok. Alors, je suis médecin généraliste et je suis maître de stage. Et donc, j'avais souvent des assistants ou des assistantes. Et les dernières années, ces jeunes médecins me faisaient remarquer en disant mais à l'université, nous avons appris qu'il faut demander chaque personne si leur santé sexuelle est bonne. Ok. Moi, je ne suis pas habitué à demander régulièrement à mes patients sur la santé sexuelle. S'il y a une demande, s'il y a une souffrance, etc., je le fais. Mais c'est quelque chose qui commence. Voilà. Pour le bien-être de la santé sexuelle en fait partie. Je dois quand même dire que parfois on n'avait pas le droit, mais il y a beaucoup de soignants, aussi des gynécologues, etc., qui ne respectaient pas la loi, ils faisaient des avortements dans le temps, etc. Aussi dans le sens pour avancer une évolution dans la législation de l'avortement qui est dans notre pays pour le moment. Donc, il y a des avances comme ça. Alors, droit au sexe, on peut en discuter, oui. Ça fait partie de la santé de la personne. Et où est-ce que c'est la limite? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dépasser? Donc, c'est flou. Hein. Je vais ajouter une provocation. Parce que ça me semble être une question très genrée. Et avoir une relation sexuelle n'est peut-être pas égal à une vie sexuelle... une santé sexuelle. Donc il peut y avoir des femmes mariées qui ont des relations sexuelles et qui n'ont pas de vie sexuelle saine ou une santé sexuelle. Donc ça, c'est des questions que je pose en provocation, mais que je pense sont intéressantes dans le cadre aussi de se poser la question de mais pourquoi est-ce qu'on sait, on le sait, on n'a pas les chiffres, mais on le sait plus ou moins que les clients sont quand même tendanciellement et beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Pourquoi les femmes n'ont pas ce besoin de santé comme les hommes? Enfin, c'est plein de questions sous-jacentes à cette thématique et qui rendent peut-être encore plus compliqué de trouver les réponses adéquates sans créer ou intensifier certaines inégalités. Bon, sur ce, ça va être une soirée chaude. J'espère que ça provoquera beaucoup de réflexions de votre côté et que ça contribuera peut-être à relancer un tout petit peu le débat qui semble quand même un peu endormi. Donc, j'espère qu'on parlera de cette soirée et je vous remercie chaleureusement d'avoir été avec nous ce soir. Merci.